Quand les pompiers sont montés dans le grenier de la vieille ferme Hollow Creek, personne ne pensait retrouver une enfant disparue depuis 14 ans. L'incendie avait commencé derrière un mur couvert de poussière, juste sous le toit noirci. Pendant que les ouvriers retiraient les planches, un pompier remarqua une petite poignée métallique cachée derrière une armoire. La pièce secrète sentait l'humidité et la moisissure. À l'intérieur, il y avait une couverture rose, des dessins d'enfants, des boîtes de conserve vides et un minuscule matelas posé directement sur le sol. Puis quelqu'un découvrit un bracelet avec un nom presque effacé. Delaney Roque, la fillette disparue pendant la fête d'automne de Blackwater Ridge. Mais le détail qui glaça immédiatement toute la maison arriva quelques secondes plus tard. Dans une vieille boîte en fer, les policiers trouvèrent plusieurs cassettes audio soigneusement empilées. Sur la première, une écriture tremblante disait simplement « Papa, pourquoi tu ?» Blackwater Ridge était une petite ville perdue entre les forêts humides du nord de l'Oregon. Les habitants y laissaient souvent leurs portes ouvertes pendant la journée, et presque tout le monde connaissait le nom des voisins vivant 3 rues plus loin. Chaque année, lorsque les feuilles devenaient rouges et que les nuits commençaient à sentir la pluie froide, la ville organisait la fête d'automne dans une ancienne propriété appelée la ferme Hollow Creek. Les familles venaient y acheter des tartes, écouter de la musique country et laisser les enfants courir dans les champs de maïs décorés avec des lanternes. Delaney Roque adorait cette fête plus que n'importe quel autre jour de l'année. À 6 ans, elle parlait sans arrêt, collectionnait les autocollants représentant des animaux et portait presque toujours la même veste jaune beaucoup trop grande pour elle. Sa mère, Claire Roque, disait souvent que Delaney était incapable de rester silencieuse plus de 30 secondes. Même ce soir-là, pendant que Claire préparait des parts de tarte aux pommes derrière un stand en bois, la fillette courait entre les tables avec une énergie impossible à calmer. Son père, Martin Rourke, travaillait comme mécanicien dans un garage situé près de la route principale. Grand, calme et rarement souriant, il passait pourtant des heures à fabriquer de petits jouets en bois pour sa fille dans le sous-sol de leur maison. Plusieurs voisins affirmaient que Delaney transformait complètement son visage dès qu'elle entrait dans une pièce. La fillette avait également une meilleure amie appelée Sadie Mercer, une enfant timide vivant juste derrière l'église de Blackwater Ridge. Cette année-là, les organisateurs avaient ajouté une grande chasse au trésor dans les champs de maïs derrière la ferme. Des bénévoles déguisés en personnages historiques guidaient les enfants entre plusieurs postes où ils pouvaient récupérer des indices et des friandises. Delaney supplia immédiatement sa mère de participer avec Sadie. Claire accepta finalement après avoir vérifié au moins 3 fois le petit bracelet rose attaché autour du poignet de sa fille. Le bracelet contenait le numéro de téléphone familial écrit au feutre noir. Vers le début de la soirée, le ciel devint plus sombre et le vent commença à traverser les arbres entourant la propriété. Plusieurs habitants allumèrent des guirlandes supplémentaires près de la maison principale afin d'éclairer les visiteurs. La vieille bâtisse dominait toute la ferme avec ses fenêtres étroites et son immense toit triangulaire. Certains adolescents racontaient parfois qu'elle était hantée, mais les adultes riaient toujours de ces histoires. Delaney et Sadie partirent ensemble dans le labyrinthe de maïs avec un petit groupe d'enfants. Une femme portant une longue robe bleue coloniale leur remit la première énigme près d'un vieux puits décoratif. Plus tard, un adolescent travaillant pour la fête se rappellerait avoir entendu Delaney rire très fort après avoir gagné une poignée de bonbons au caramel. Personne ne savait alors que ce serait la dernière fois que la plupart des habitants entendraient sa voix. Pendant presque 1 heure, tout sembla parfaitement normal. Claire servait des clients sans remarquer le temps qui passait. Martin discutait avec un ancien collègue près des barrières extérieures pendant qu'un groupe local jouait de la musique sous une tente blanche. Puis Sadie revint soudainement seule près des stands alimentaires. La petite fille paraissait confuse et tenait encore la moitié d'une carte au trésor froissée dans sa main. Lorsque Claire demanda où était Delaney, Sadie répondit quelque chose qui glaça immédiatement plusieurs adultes autour d'elle. Elle expliqua qu'une dame avait demandé à Delaney de venir rapidement dans la grande maison afin de récupérer le dernier prix du jeu.
Sadie croyait que les organisateurs avaient simplement changé les règles. Mais, quelques minutes plus tard, Delaney n'était toujours pas revenu. Au début, personne ne paniqua vraiment. Plusieurs bénévoles pensaient que la fillette s'était probablement perdue dans les champs ou cachée près des étables avec les autres enfants. Pourtant, après 20 minutes de recherche rapide autour des stands, les organisateurs commencèrent à appeler son nom avec des lampes torches. Les parents cessèrent progressivement de sourire. La musique s'arrêta complètement lorsque Martin traversa la foule en criant le prénom de sa fille d'une voix devenue méconnaissable. La police locale arriva peu après la fermeture improvisée de la fête. Le shérif Dean Holloway connaissait personnellement la famille Rourke depuis des années et tenta d'abord de calmer les habitants avant d'organiser les recherches. Des groupes furent envoyés dans les bois, près de la rivière et autour des anciennes granges de la propriété. Les bénévoles fouillaient avec des lampes tandis que des parents serraient leurs propres enfants contre eux. Une pluie légère commença finalement à tomber sur Blackwater Ridge, rendant la terre glissante autour de la ferme. Un détail troubla pourtant immédiatement les premiers policiers présents sur place. Les chiens de recherche amenés depuis la ville voisine ignoraient presque entièrement les champs de maïs. Chaque fois que leur maître tentait de les éloigner, les animaux revenaient vers la maison principale. L'un des chiens gratta même violemment devant la porte menant au grenier avant de commencer à gémir dans l'obscurité. Personne ne comprenait pourquoi les animaux refusaient absolument d'abandonner l'étage ainsi. La pluie continua pendant presque toute la nuit autour de la ferme Hollow Creek. Les projecteurs installés par les policiers éclairaient les champs détrempés pendant que des dizaines d'habitants parcouraient les bois avec des lampes torches. Les recherches devenaient de plus en plus désorganisées à mesure que les heures passaient. Certaines personnes criaient le prénom de Delaney près de la rivière. D'autres fouillaient les fossés bordant la route principale menant vers Blackwater Ridge. Pourtant, malgré toute cette agitation, les chiens policiers retournaient constamment vers la vieille maison. Le shérif Dean Holloway décida finalement de faire fouiller entièrement l'intérieur de la bâtisse. La propriété appartenait autrefois à une famille riche de la région, mais elle servait désormais presque uniquement pour les événements communautaires. Les pièces étaient anciennes, poussiéreuses, et remplies de meubles recouverts de draps blancs. Plusieurs bénévoles accompagnèrent les policiers avec des lampes électriques, pendant que Martin Rourke suivait le groupe malgré les protestations de Claire. Au deuxième étage, un des chiens se mit soudainement à tirer violemment sur sa laisse. L'animal avançait directement vers une petite porte étroite cachée derrière un couloir. Cette porte menait à un escalier grinçant montant vers le grenier. Les policiers ouvrirent immédiatement l'accès et commencèrent à inspecter l'étage supérieur. Mais le grenier paraissait complètement vide. Il n'y avait que des meubles abandonnés, des cartons remplis de décorations anciennes et plusieurs armoires couvertes de poussière. Pourtant, le comportement des chiens devenait de plus en plus étrange. Un des policiers raconta plus tard que les animaux semblaient paniqués. Ils grattaient le plancher, reniflaient les murs et revenaient sans cesse vers une énorme armoire placée contre le fond du grenier. Les agents déplacèrent même le meuble afin de vérifier derrière, mais ils ne trouvèrent qu'un mur en bois ordinaire. Finalement, le shérif conclut que les chiens réagissaient probablement à l'odeur laissée par les centaines de visiteurs présents pendant la fête. Vers 3 heures du matin, les recherches s'étendirent aux routes quittant Blackwater Ridge. La police interrogea immédiatement tous les employés temporaires engagés pour le festival. Parmi eux se trouvait un homme appelé Victor Hale, un forain itinérant travaillant près des jeux pour enfants. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Delaney non loin de son camion plus tôt dans la soirée. Victor devint rapidement le principal suspect. L'homme nia immédiatement toute implication. Il expliqua qu'il avait quitté son poste seulement quelques minutes pour réparer un générateur derrière les stands alimentaires. Mais certains habitants commencèrent déjà à répandre des rumeurs dans toute la ville. Victor vivait seul, changeait souvent d'état et possédait un vieux véhicule blanc sans plaque avant visible. Pour beaucoup de parents terrifiés, cela suffisait largement à le rendre coupable. Pendant ce temps, Claire Rourke restait assise dans une ambulance garée devant la ferme. Une couverture épaisse entourait ses épaules tremblantes pendant qu'elle répétait sans arrêt les mêmes questions aux policiers.
Est-ce qu'on avait trouvé la veste jaune de Delaney? Est-ce que quelqu'un avait entendu sa voix? Est-ce qu'un enfant l'avait vu partir? Personne ne savait quoi répondre. Au lever du soleil, des renforts arrivèrent depuis une autre ville du comté. Les recherches reprirent immédiatement dans les bois derrière la propriété. Les enquêteurs découvrirent plusieurs empreintes près d'une clôture cassée, mais la pluie avait presque totalement effacé les traces. Un officier trouva également un emballage de bonbons roses appartenant probablement à Delaney. Claire confirma qu'elle achetait souvent exactement cette marque à sa fille. Plus les heures passaient, plus Blackwater Ridge commençait à changer. Les cafés restaient silencieux. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur des maisons. Même les adolescents qui riaient d'habitude près de la station-service évitaient désormais de sortir après la tombée de la nuit. La disparition de Delaney avait transformé la petite ville entière en moins de 24 heures. Le deuxième jour, les policiers décidèrent de fouiller une nouvelle fois la ferme Hollow Creek avec davantage de matériel. Cette fois, ils examinèrent le grenier plus minutieusement. Les agents mesurèrent les murs, vérifièrent le plancher et démontèrent même plusieurs panneaux de bois. Pourtant, rien ne semblait anormal. L'immense armoire qui intéressait les chiens fut déplacée complètement hors du grenier. Aucun passage secret n'apparut derrière, mais un détail passa presque inaperçu. Pendant que les policiers inspectaient l'étage, une vieille voisine appelée Martha Bell observait discrètement la maison depuis l'extérieur. Martha vivait seule dans une petite habitation située derrière la ferme depuis plus de 30 ans. Lorsque le shérif vint lui poser quelques questions, elle murmura quelque chose d'étrange avant de regarder vers le toit de la bâtisse. Elle affirma avoir parfois entendu des bruits venant du grenier les semaines précédant la fête d'automne. Selon elle, cela ressemblait à des pas très légers ou à quelqu'un déplaçant des objets pendant la nuit. Le shérif pensa immédiatement à des ratons laveurs ou à des animaux coincés sous le toit. Personne ne prit réellement ces paroles au sérieux. Le troisième jour, la télévision locale arriva à Blackwater Ridge. Les journalistes installèrent leurs caméras devant la ferme pendant que des photos de Delaney apparaissaient déjà dans plusieurs États voisins. Son sourire, sa veste jaune et ses cheveux bruns attachés en tresse devenaient désormais connus partout dans l'Oregon. Puis un témoin bouleversa soudainement l'enquête. Une adolescente travaillant à la fête déclara avoir vu Delaney entrer dans la maison principale après l'heure estimée de sa disparition. Selon elle, la fillette semblait suivre calmement une femme portant une robe coloniale bleue. Mais lorsque les policiers lui montrèrent les photographies des bénévoles présentes ce soir-là, l'adolescente hésita. Aucune des femmes ne ressemblait exactement à la personne qu'elle avait aperçue près du couloir menant au grenier. 3 jours après la disparition de Delaney Rourke, l'affaire dépassa complètement les frontières de Blackwater Ridge. Des équipes de télévision arrivèrent depuis Portland. Des affiches furent placardées dans plusieurs États voisins et une ligne spéciale fut ouverte pour recevoir les témoignages. Chaque heure apportait de nouveaux appels, mais presque aucun indice réellement utile. Certains affirmaient avoir vu Delaney dans une station-service. D'autres prétendaient avoir aperçu un homme portant une veste jaune près d'une forêt. La plupart des pistes s'effondraient immédiatement après vérification. Le prince Blackwater Ridge était une petite ville perdue entre les forêts humides du nord de l'Oregon. Les habitants y laissaient souvent leurs portes ouvertes pendant la journée, et presque tout le monde connaissait le nom des voisins vivant 3 rues plus loin. Chaque année, lorsque les feuilles devenaient rouges et que les nuits commençaient à sentir la pluie froide, la ville organisait la fête d'automne dans une ancienne propriété appelée la ferme Hollow Creek. Les familles venaient y acheter des tartes, écouter de la musique country et laisser les enfants courir dans les champs de maïs décorés avec des lanternes. Delaney Rourke adorait cette fête plus que n'importe quel autre jour de l'année. À 6 ans, elle parlait sans arrêt, collectionnait les autocollants représentant des animaux et portait presque toujours la même veste jaune beaucoup trop grande pour elle. Sa mère, Claire Rourke, disait souvent que Delaney était incapable de rester silencieuse plus de 30 secondes. Même ce soir-là, pendant que Claire préparait des parts de tarte aux pommes derrière un stand en bois, la fillette courait entre les tables avec une énergie impossible à calmer. Son père, Martin Rourke,
travaillait comme mécanicien dans un garage situé près de la route principale. Grand, calme et rarement souriant, il passait pourtant des heures à fabriquer de petits jouets en bois pour sa fille dans le sous-sol de leur maison. Plusieurs voisins affirmaient que Delaney transformait complètement son visage dès qu'elle entrait dans une pièce. La fillette avait également une meilleure amie appelée Sadie Mercer, une enfant timide vivant juste derrière l'église de Blackwater Ridge. Cette année-là, les organisateurs avaient ajouté une grande chasse au trésor dans les champs de maïs derrière la ferme. Des bénévoles déguisés en personnages historiques guidaient les enfants entre plusieurs postes où ils pouvaient récupérer des indices et des friandises. Delaney supplia immédiatement sa mère de participer avec Sadie. Claire accepta finalement après avoir vérifié au moins 3 fois le petit bracelet rose attaché autour du poignet de sa fille. Le bracelet contenait le numéro de téléphone familial écrit au feutre noir. Vers le début de la soirée, le ciel devint plus sombre et le vent commença à traverser les arbres entourant la propriété. Plusieurs habitants allumèrent des guirlandes supplémentaires près de la maison principale afin d'éclairer les visiteurs. La vieille bâtisse dominait toute la ferme avec ses fenêtres étroites et son immense toit triangulaire. Certains adolescents racontaient parfois qu'elle était hantée, mais les adultes riaient toujours de ces histoires. Delaney et Sadie partirent ensemble dans le labyrinthe de maïs avec un petit groupe d'enfants. Une femme portant une longue robe bleue coloniale leur remit la première énigme près d'un vieux puits décoratif. Plus tard, un adolescent travaillant pour la fête se rappellerait avoir entendu Delaney rire très fort après avoir gagné une poignée de bonbons au caramel. Personne ne savait alors que ce serait la dernière fois que la plupart des habitants entendraient sa voix. Pendant presque 1 heure, tout sembla parfaitement normal. Claire servait des clients sans remarquer le temps qui passait. Martin discutait avec un ancien collègue près des barrières extérieures pendant qu'un groupe local jouait de la musique sous une tente blanche. Puis Sadie revint soudainement seule près des stands alimentaires. La petite fille paraissait confuse et tenait encore la moitié d'une carte au trésor froissée dans sa main. Lorsque Claire demanda où était Delaney, Sadie répondit quelque chose qui glaça immédiatement plusieurs adultes autour d'elle. Elle expliqua qu'une dame avait demandé à Delaney de venir rapidement dans la grande maison afin de récupérer le dernier prix du jeu. Sadie croyait que les organisateurs avaient simplement changé les règles, mais quelques minutes plus tard, Delaney n'était toujours pas revenu. Au début, personne ne paniqua vraiment. Plusieurs bénévoles pensaient que la fillette s'était probablement perdue dans les champs ou cachée près des étables avec les autres enfants. Pourtant, après 20 minutes de recherche rapide autour des stands, les organisateurs commencèrent à appeler son nom avec des lampes torches. Les parents cessèrent progressivement de sourire. La musique s'arrêta complètement lorsque Martin traversa la foule en criant le prénom de sa fille d'une voix devenue méconnaissable. La police locale arriva peu après la fermeture improvisée de la fête. Le shérif Dean Holloway connaissait personnellement la famille Rourke depuis des années et tenta d'abord de calmer les habitants avant d'organiser les recherches. Des groupes furent envoyés dans les bois, près de la rivière et autour des anciennes granges de la propriété. Les bénévoles fouillaient avec des lampes tandis que des parents serraient leurs propres enfants contre eux. Une pluie légère commença finalement à tomber sur Blackwater Ridge, rendant la terre glissante autour de la ferme. Un détail troubla pourtant immédiatement les premiers policiers présents sur place. Les chiens de recherche amenés depuis la ville voisine ignoraient presque entièrement les champs de maïs. Chaque fois que leur maître tentait de les éloigner, les animaux revenaient vers la maison principale. L'un des chiens gratta même violemment devant la porte menant au grenier avant de commencer à gémir dans l'obscurité. Personne ne comprenait pourquoi les animaux refusaient absolument d'abandonner l'étage ainsi. La pluie continua pendant presque toute la nuit autour de la ferme Hollow Creek. Les projecteurs installés par les policiers éclairaient les champs détrempés pendant que des dizaines d'habitants parcouraient les bois avec des lampes torches. Les recherches devenaient de plus en plus désorganisées à mesure que les heures passaient. Certaines personnes criaient le prénom de Delaney près de la rivière. D'autres fouillaient les fossés bordant la route principale menant vers Blackwater Ridge. Pourtant, malgré toute cette agitation, les chiens policiers retournaient constamment vers la vieille maison.
Le shérif Dean Holloway décida finalement de faire fouiller entièrement l'intérieur de la bâtisse. La propriété appartenait autrefois à une famille riche de la région, mais elle servait désormais presque uniquement pour les événements communautaires. Les pièces étaient anciennes, poussiéreuses, et remplies de meubles recouverts de drap blanc. Plusieurs bénévoles accompagnèrent les policiers avec des lampes électriques, pendant que Martin Rourke suivait le groupe malgré les protestations de Claire. Au deuxième étage, un des chiens se mit soudainement à tirer violemment sur sa laisse. L'animal avançait directement vers une petite porte étroite cachée derrière un couloir. Cette porte menait à un escalier grinçant montant vers le grenier. Les policiers ouvrirent immédiatement l'accès et commencèrent à inspecter l'étage supérieur. Mais le grenier paraissait complètement vide. Il n'y avait que des meubles abandonnés, des cartons remplis de décorations anciennes et plusieurs armoires couvertes de poussière. Pourtant, le comportement des chiens devenait de plus en plus étrange. Un des policiers raconta plus tard que les animaux semblaient paniqués. Ils grattaient le plancher, reniflaient les murs et revenaient sans cesse vers une énorme armoire placée contre le fond du grenier. Les agents déplacèrent même le meuble afin de vérifier derrière, mais ils ne trouvèrent qu'un mur en bois ordinaire. Finalement, le shérif conclut que les chiens réagissaient probablement à l'odeur laissée par les centaines de visiteurs présents pendant la fête. Vers 3 heures du matin, les recherches s'étendirent aux routes quittant Blackwater Ridge. La police interrogea immédiatement tous les employés temporaires engagés pour le festival. Parmi eux se trouvait un homme appelé Victor Hale, un forain itinérant travaillant près des jeux pour enfants. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Delaney non loin de son camion plus tôt dans la soirée. Victor devint rapidement le principal suspect. L'homme nia immédiatement toute implication. Il expliqua qu'il avait quitté son poste seulement quelques minutes pour réparer un générateur derrière les stands alimentaires. Mais certains habitants commencèrent déjà à répandre des rumeurs dans toute la ville. Victor vivait seul, changeait souvent d'état et possédait un vieux véhicule blanc sans plaque avant visible. Pour beaucoup de parents terrifiés, cela suffisait largement à le rendre coupable. Pendant ce temps, Claire Rourke restait assise dans une ambulance garée devant la ferme. Une couverture épaisse entourait ses épaules tremblantes pendant qu'elle répétait sans arrêt les mêmes questions aux policiers. Est-ce qu'on avait trouvé la veste jaune de Delaney? Est-ce que quelqu'un avait entendu sa voix? Est-ce qu'un enfant l'avait vu partir? Personne ne savait quoi répondre. Au lever du soleil, des renforts arrivèrent depuis une autre ville du comté. Les recherches reprirent immédiatement dans les bois derrière la propriété. Les enquêteurs découvrirent plusieurs empreintes près d'une clôture cassée, mais la pluie avait presque totalement effacé les traces. Un officier trouva également un emballage de bonbons roses appartenant probablement à Delaney. Claire confirma qu'elle achetait souvent exactement cette marque à sa fille. Plus les heures passaient, plus Blackwater Ridge commençait à changer. Les cafés restaient silencieux. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur des maisons. Même les adolescents qui riaient d'habitude près de la station-service évitaient désormais de sortir après la tombée de la nuit. La disparition de Delaney avait transformé la petite ville entière en moins de 24 heures. Le deuxième jour, les policiers décidèrent de fouiller une nouvelle fois la ferme Hollow Creek avec davantage de matériel. Cette fois, ils examinèrent le grenier plus minutieusement. Les agents mesurèrent les murs, vérifièrent le plancher et démontèrent même plusieurs panneaux de bois. Pourtant, rien ne semblait anormal. L'immense armoire qui intéressait les chiens fut déplacée complètement hors du grenier. Aucun passage secret n'apparut derrière, mais un détail passa presque inaperçu. Pendant que les policiers inspectaient l'étage, une vieille voisine appelée Martha Bell observait discrètement la maison depuis l'extérieur. Martha vivait seule dans une petite habitation située derrière la ferme depuis plus de 30 ans. Lorsque le shérif vint lui poser quelques questions, elle murmura quelque chose d'étrange avant de regarder vers le toit de la bâtisse. Elle affirma avoir parfois entendu des bruits venant du grenier les semaines précédant la fête d'automne. Selon elle, cela ressemblait à des pas très légers ou à quelqu'un déplaçant des objets pendant la nuit. Le shérif pensa immédiatement à des ratons laveurs ou à des animaux coincés sous le toit. Personne ne prit réellement ces paroles au sérieux. Le troisième jour,
La télévision locale arriva à Blackwater Ridge. Les journalistes installèrent leurs caméras devant la ferme pendant que des photos de Delaney apparaissaient déjà dans plusieurs États voisins. Son sourire, sa veste jaune et ses cheveux bruns attachés en tresse devenaient désormais connus partout dans l'Oregon. Puis un témoin bouleversa soudainement l'enquête. Une adolescente travaillant à la fête déclara avoir vu Delaney entrer dans la maison principale après l'heure estimée de sa disparition. Selon elle, la fillette semblait suivre calmement une femme portant une robe coloniale bleue. Mais lorsque les policiers lui montrèrent les photographies des bénévoles présentes ce soir-là, l'adolescente hésita. Aucune des femmes ne ressemblait exactement à la personne qu'elle avait aperçue près du couloir menant au grenier. 3 jours après la disparition de Delaney Rourke, l'affaire dépassa complètement les frontières de Blackwater Ridge. Des équipes de télévision arrivèrent depuis Portland. Des affiches furent placardées dans plusieurs États voisins et une ligne spéciale fut ouverte pour recevoir les témoignages. Chaque heure apportait de nouveaux appels, mais presque aucun indice réellement utile. Certains affirmaient avoir vu Delaney dans une station-service. D'autres prétendaient avoir aperçu un homme portant une veste jaune près d'une forêt. La plupart des pistes s'effondraient immédiatement après vérification. Le principal suspect restait toujours Victor Hale, le forain itinérant. La police fouilla entièrement son camion stationné derrière un motel, situé à plusieurs kilomètres de la ville. Les enquêteurs y trouvèrent des vêtements sales, des outils mécaniques et plusieurs cartons remplis de jouets de fête foraines. Mais aucun élément ne reliait directement l'homme à Delaney. Malgré cela, les habitants continuaient à croire qu'il était responsable de la disparition. Lorsque Victor entra dans un petit restaurant de Blackwater Ridge quelques jours plus tard, plusieurs clients quittèrent immédiatement la salle. Une serveuse refusa même de lui apporter son café. Le forain commença alors à dormir dans son véhicule afin d'éviter les confrontations. Pourtant, après presque 2 semaines d'interrogatoire intensif, la police dut reconnaître qu'elle ne possédait aucune preuve contre lui. Pendant ce temps, Claire et Martin Rourke sombraient progressivement dans l'épuisement. Leur maison était devenue un mélange étrange entre quartier général policier et mémorial improvisé. Des bénévoles déposaient des fleurs devant la porte d'entrée. Des journalistes campaient parfois dans la rue pendant des heures. Claire dormait rarement plus de 2 heures d'affilée. Chaque nuit, elle croyait entendre la voix de sa fille dans le couloir. Martin réagissait différemment. Il passait ses journées entières à conduire autour de Blackwater Ridge avec une lampe torche et plusieurs cartes. Certains habitants commencèrent à le voir comme un homme détruit par la culpabilité. D'autres pensaient qu'il devenait obsédé. Un soir, il entra même dans une propriété privée après avoir entendu un enfant rire derrière une vieille grange. La police dut finalement le convaincre de rentrer chez lui avant qu'il ne s'effondre complètement. Au milieu de toute cette agitation, plusieurs détails troublants commencèrent à apparaître autour de la ferme Hollow Creek. Un des organisateurs de la fête affirma que certaines décorations du grenier avaient mystérieusement changé de place durant la semaine précédant la disparition. Une bénévole expliqua également qu'elle avait senti une forte odeur de nourriture provenant du dernier étage 2 jours avant l'événement. Pourtant, personne n'était censé utiliser cette partie de la maison. Les policiers retournèrent alors inspecter la propriété une 3e fois. Cette fois, ils examinèrent particulièrement le grenier. Les enquêteurs frappèrent les murs, vérifièrent les poutres et utilisèrent même des outils thermiques rudimentaires disponibles à l'époque. Mais les résultats restaient confus. La maison était ancienne, mal isolée et remplie de cavités naturelles entre les murs. Les agents ne découvrirent rien de suffisamment suspect pour justifier des travaux plus importants. Pourtant, les chiens policiers continuaient à réagir au même endroit. À chaque nouvelle visite, les animaux revenaient près du fond du grenier avant de gratter le plancher ou de fixer l'ancienne armoire, retirée quelques jours plus tôt. Un maître chien finit même par déclarer qu'il n'avait jamais vu un comportement aussi insistant chez ces animaux. Mais sans preuve concrète, les enquêteurs commencèrent progressivement à croire qu'ils perdaient simplement du temps. Quelques semaines après la disparition, une autre personne attira l'attention des policiers.
Elias Mercer, le père de Sadie Mercer. Elias était pompier volontaire à Blackwater Ridge depuis presque 15 ans. Grand, calme et apprécié par presque tous les habitants, il avait participé aux recherches dès la première nuit. Plusieurs témoins le décrivaient comme particulièrement impliqué dans l'affaire. Il distribuait des affiches, organisait des battues dans les bois et passait souvent voir Claire pour lui apporter de la nourriture ou du soutien. Mais un détail étrange apparut dans un rapport de police presque oublié. Le soir de la disparition, Elias avait été aperçu seul dans la maison principale, environ 20 minutes avant que l'alerte soit donnée. Lorsqu'un enquêteur lui demanda ce qu'il faisait à l'intérieur, il répondit qu'il cherchait simplement des fusibles après une coupure électrique près des stands extérieurs. L'explication semblait parfaitement logique. Pourtant, un jeune policier remarqua plus tard qu'aucune panne n'avait été signalée cette soirée-là. Malgré cette incohérence, Elias ne resta jamais longtemps suspect. Son statut dans la communauté jouait énormément en sa faveur. Il était pompier, ancien entraîneur de baseball pour enfants, et participait régulièrement aux événements caritatifs de la ville. Personne n'imaginait réellement qu'un homme comme lui puisse être impliqué dans la disparition d'une fillette. L'enquête continua alors dans d'autres directions. Des plongeurs fouillèrent la rivière près de Blackwater Ridge. Des hélicoptères inspectèrent les montagnes environnantes. La police vérifia plus de 200 signalements provenant de plusieurs États. Mais Delaney semblait s'être évaporé sans laisser de traces. Puis une découverte glaça brutalement la communauté. Un groupe de volontaires retrouva la veste jaune de Delaney dans les bois derrière la ferme Hollow Creek. Le vêtement était accroché à une branche basse près d'un ancien sentier de chasse. Les policiers bouclèrent immédiatement toute la zone, pendant que Claire s'effondrait en voyant la veste placée dans un sac transparent. Pourtant, les analyses révélaient rapidement quelque chose d'étrange. La veste était presque propre. Aucune trace importante de terre. Aucun signe d'exposition prolongée à la pluie, comme si quelqu'un l'avait déposée là très récemment. Cette révélation provoqua une panique immédiate dans Blackwater Ridge. Beaucoup commencèrent à croire que le ravisseur observait toujours discrètement les recherches. D'autres pensaient même que Delaney pouvait encore être vivante quelque part près de la ville. Pendant ce temps, sans que personne ne le remarque réellement, une vieille femme observait encore chaque soir les fenêtres sombres du grenier de la ferme Hollow Creek. Et certaines nuits, Martha Bell jurait entendre quelque chose bouger lentement juste au-dessus du plafond. 1 mois après la disparition de Delaney, l'affaire commença lentement à changer de direction. Les grandes équipes de télévision quittaient progressivement Blackwater Ridge. Les bénévoles étaient moins nombreux pendant les recherches. Même les appels reçus par la ligne spéciale devenaient plus rares. Pourtant, pour la famille Rourke, le temps semblait complètement arrêté. Claire conservait toujours la chambre de sa fille exactement comme avant. Les jouets restaient alignés sur les étagères. Les vêtements propres étaient pliés sur le lit. Chaque soir, elle allumait encore la petite veilleuse représentant une lune jaune avant de fermer la porte. Plusieurs voisins commencèrent à s'inquiéter pour son état mental, mais personne n'osait réellement lui parler. Martin, lui, devenait de plus en plus instable. Il dormait parfois dans son camion devant la ferme Hollow Creek, après avoir affirmé entendre des bruits provenant du toit pendant la nuit. Une fois, le shérif Holloway le retrouva vers 3 heures du matin sous la pluie, debout devant la maison principale, avec une lampe torche pointée vers le grenier. Martin répétait que quelque chose n'allait pas avec cet endroit. Selon lui, les policiers avaient raté un détail essentiel. Mais les enquêteurs étaient convaincus d'avoir fouillé la maison correctement. À cette époque, une autre théorie commença à circuler dans la ville. Certaines personnes pensaient que Delaney n'avait jamais quitté Blackwater Ridge. Plusieurs habitants rapportèrent des événements étranges autour de la ferme après la disparition. Une bénévole jura avoir aperçu une silhouette d'enfant derrière une fenêtre du grenier tard dans la soirée. Un autre homme affirma avoir entendu des coups sourds venant du toit, alors que la propriété était supposée vide. La police retourna encore une fois sur place. Cette nouvelle inspection dura presque toute une journée. Les agents démontèrent plusieurs panneaux de bois au 2e étage
et vérifièrent même les espaces entre les murs. Pourtant, le grenier semblait toujours parfaitement normal. Les mesures correspondaient aux plans officiels de la maison. Aucun passage secret ne fut découvert. Malgré cela, un détail intriguait toujours certains enquêteurs. Le grenier paraissait légèrement plus petit à l'intérieur qu'il ne devait l'être selon les dimensions extérieures du toit. La différence semblait minime. Peut être simplement causée par l'épaisseur des murs anciens. Mais un jeune officier suggéra malgré tout qu'une petite partie de l'espace pouvait être cachée derrière une cloison intérieure. Le shérif jugea l'idée peu crédible. À cette époque, personne n'imaginait qu'une pièce entière puisse rester invisible malgré plusieurs fouilles. Pendant les mois suivants, Blackwater Ridge tenta lentement de retrouver une vie normale. Les enfants retournèrent à l'école. Les commerces rouvrirent plus tard le soir. Mais la disparition de Delaney continuait de planer au-dessus de la ville comme une ombre permanente. Puis un nouveau témoignage bouleversa encore l'affaire. Une femme, appelée Nora Bennett, contacta la police après avoir reconnu une photographie de Delaney diffusée dans un journal. Nora travaillait dans une station-service située à presque 100 km de Blackwater Ridge. Elle affirmait avoir vu une petite fille ressemblant énormément à Delaney, assise dans une vieille camionnette verte, environ une semaine après la disparition. Selon elle, l'enfant semblait silencieuse et fatiguée. Un homme assis au volant aurait immédiatement quitté la station lorsqu'il remarqua qu'elle observait trop longtemps la fillette. Cette déclaration relança totalement l'enquête. Pendant plusieurs jours, les policiers cherchèrent activement une camionnette correspondant à la description. Mais une nouvelle fois, la piste disparut sans résultat. Pendant ce temps, Victor Hale restait toujours considéré comme suspect par une partie des habitants malgré l'absence totale de preuves. Un soir, quelqu'un brisa même les vitres de son camion avant d'écrire le mot monstre sur la carrosserie avec de la peinture rouge. Quelques jours plus tard, Victor quitta définitivement l'Oregon. Des années passèrent ensuite sans avancée majeure. Les affiches de Delaney se décoloraient lentement sur les vieux poteaux électriques. Certains nouveaux habitants de Blackwater Ridge connaissaient l'affaire seulement à travers des conversations entendues dans les cafés. Pourtant, la famille Rourke refusait d'abandonner. Chaque anniversaire de la disparition donnait lieu à une veillée organisée près de la ferme Hollow Creek. Des bougies étaient placées devant la propriété pendant que Claire distribuait encore des photographies vieillissantes de sa fille. Elias Mercer participait presque toujours à ces rassemblements. Il aidait à installer les chaises, préparait du café pour les bénévoles et restait souvent près de Claire lorsqu'elle pleurait devant les journalistes. Puis, environ 4 ans après la disparition, quelque chose d'absolument terrifiant arriva. Claire reçut une lettre anonyme. L'enveloppe ne contenait aucun nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait uniquement une feuille pliée, avec une phrase écrite maladroitement au stylo noir. « Elle déteste toujours le noir complet. » Claire reconnut immédiatement une chose. Delaney avait peur de dormir sans lumière depuis qu'un orage avait frappé leur maison lorsqu'elle était petite. Très peu de personnes connaissaient ce détail. La police analysa la lettre, mais ne trouva presque rien. Aucun ADN exploitable, aucune empreinte claire. Le papier provenait d'un bloc ordinaire vendu partout dans le pays. Les enquêteurs conclurent finalement qu'il s'agissait probablement d'un individu cherchant simplement à profiter de l'affaire. Mais les lettres continuèrent. Une autre arriva l'année suivante, puis encore une autre. Certaines contenaient des phrases étranges, comme elle aime toujours dessiner ou elle entend parfois la pluie sur le toit. Chaque message détruisait un peu plus la famille Rourke. Claire recommençait à croire que sa fille était vivante. Martin devenait violent chaque fois qu'une nouvelle enveloppe apparaissait dans leur boîte aux lettres. La police surveilla même discrètement la maison pendant plusieurs semaines, sans résultat. Personne ne remarqua pourtant un détail important. Toutes les lettres avaient été postées depuis Blackwater Ridge même. Et pendant tout ce temps, la vieille ferme Hollow Creek restait silencieuse au bord des champs humides, avec son immense grenier obscur dominant toujours la petite ville. 6 années avaient désormais passé depuis la disparition de Delaney Rourke. À Blackwater Ridge,
les habitants évitaient souvent de prononcer son prénom trop longtemps. L'affaire était devenue une blessure silencieuse que toute la ville portait encore sans savoir comment la refermer. Pourtant, malgré le temps, certains détails continuaient à hanter plusieurs enquêteurs, surtout les lettres anonymes. Le shérif Dean Holloway conserva pendant des années une boîte remplie des enveloppes reçues par Claire. Il les relisait parfois tard le soir dans son bureau presque vide. Une chose le dérangeait particulièrement. Les messages ne semblaient pas écrits par quelqu'un cherchant simplement à effrayer la famille. Les phrases donnaient souvent l'impression que l'auteur observait Delaney directement. Elle tousse encore quand il fait froid. Elle déteste les souris dans les murs. Elle demande parfois sa mère pendant la nuit. Ces détails troublaient profondément Holloway. Pourtant, sans preuve concrète, l'enquête restait bloquée. Pendant ce temps, la famille Rourke s'effondrait lentement. Martin commença à boire énormément après la 6e année. Il perdait régulièrement le contrôle dans les bars de Blackwater Ridge et accusait parfois publiquement la police d'avoir abandonné sa fille. Claire, elle, passait presque tout son temps dans des groupes de soutien pour familles de disparus. Certains habitants remarquèrent qu'elle parlait encore de Delaney comme si la fillette allait revenir à la maison à n'importe quel moment. Puis un événement inattendu relança brutalement toute l'affaire. Par une nuit glaciale de novembre, la police fut appelée près d'une route forestière après un accident impliquant Elias Mercer. Son vieux camion avait quitté la chaussée avant de s'écraser contre une barrière métallique. Lorsque les agents arrivèrent sur place, Elias était fortement alcoolisé et répétait des phrases incohérentes. Au début, les policiers pensèrent simplement avoir affaire à un conducteur ivre. Mais pendant qu'un ambulancier tentait de le calmer, Elias murmura soudain quelque chose qui glaça immédiatement un jeune officier présent près du véhicule. Il disait entendre Delaney pleurer dans les murs. L'information fut rapidement transmise au shérif Holloway. Elias expliqua ensuite qu'il ne se souvenait de rien et prétendit avoir simplement déliré sous l'effet de l'alcool et des médicaments. Malgré cela, Holloway décida finalement de réexaminer le dossier Mercer. Les enquêteurs découvrirent alors plusieurs détails troublants. Elias connaissait parfaitement la ferme Hollow Creek. Bien avant la disparition, il avait participé à plusieurs rénovations de la propriété avec d'autres bénévoles de Blackwater Ridge. Il aidait notamment à réparer certaines parties du toit et du grenier après des dégâts causés par une tempête quelques années auparavant. Plus inquiétant encore, Elias possédait les clés de service de la maison pendant longtemps en raison de son travail communautaire. Le shérif commença discrètement à surveiller ses déplacements. Mais plus les policiers observaient Elias, plus il semblait normal. L'homme continuait son travail de pompier volontaire, aidait les voisins et participait toujours aux recherches occasionnelles organisées pour Delaney. Sadie Mercer, désormais adolescente, défendait constamment son père lorsque les rumeurs recommencèrent à circuler dans la ville. Puis une autre découverte étrange apparut. Un ancien employé de la fête d'automne contacta les enquêteurs après avoir entendu parler de l'accident d'Elias. Il affirma se souvenir d'une conversation inhabituelle datant du soir de la disparition. Selon lui, Elias lui avait demandé où menait exactement l'ancien escalier de service situé derrière le grenier. Le problème était que très peu de personnes connaissaient cet accès oublié. L'escalier avait été condamné plusieurs années auparavant après des travaux dans la maison. Officiellement, il ne menait plus nulle part. Pourtant, le témoignage intrigua énormément le shérif Holloway. Les policiers retournèrent donc une nouvelle fois à la ferme Hollow Creek. La propriété était désormais presque abandonnée. Les fenêtres étaient couvertes de poussière, plusieurs planches du porche commençaient à pourrir, et des herbes hautes envahissaient les clôtures. En entrant dans la maison, les enquêteurs remarquèrent immédiatement l'odeur de bois humide mélangée à la moisissure. Le grenier semblait toujours identique. Des cartons, des meubles, des décorations oubliées. Mais cette fois, Holloway décida d'inspecter personnellement les murs situés derrière l'endroit où se trouvait autrefois l'immense armoire. Pendant plusieurs minutes, il frappa lentement les panneaux de bois avec une lampe métallique. Certains sons paraissaient légèrement différents, mais les agents ne réussirent toujours pas à localiser quoi que ce soit de concret. Puis quelque chose attira soudain l'attention d'un officier. Une petite marque gravée dans le plancher près du mur.
En s'agenouillant, le policier distingua plusieurs lignes irrégulières presque effacées par le temps. Au début, cela ressemblait simplement à des rayures accidentelles. Mais après avoir éclairé le bois avec une lampe plus puissante, Holloway sentit son estomac se nouer. Quelqu'un avait gravé des lettres, très maladroitement. Le mot « maman » apparaissait encore faiblement dans le bois ancien. Le silence tomba immédiatement dans le grenier. Les policiers prirent des photographies et commencèrent à démonter plusieurs parties du mur voisin. Pourtant, après des heures de travail, ils ne trouvèrent encore aucun passage caché. Finalement, les agents quittèrent la maison frustrés et épuisés. Le lendemain, Holloway retourna interroger Martha Bell, la vieille voisine vivant derrière la ferme. Cette fois, la femme semblait plus nerveuse que d'habitude. Après plusieurs minutes d'hésitation, elle révéla un détail qu'elle n'avait jamais osé raconter auparavant. Certaines nuits suivant la disparition, elle entendait parfois ce qui ressemblait à une voix d'enfant très faible provenant du toit. Au début, elle pensait rêver, mais les sons revenaient régulièrement. Des coups légers, des pleurs étouffés, parfois même une sorte de chant. Martha avait tenté d'en parler à plusieurs habitants, mais personne ne l'avait cru. Certains pensaient qu'elle devenait simplement confuse avec l'âge. Lorsque le shérif lui demanda pourquoi elle n'avait jamais insisté davantage, Martha répondit quelque chose qui resta longtemps dans l'esprit des enquêteurs. Parce que chaque fois que les bruits commençaient, les lumières du grenier s'allumaient quelques minutes après. 8 années après la disparition de Delaney Rourke, l'affaire semblait officiellement presque morte. Les dossiers occupaient désormais plusieurs étagères entières du bureau du shérif Holloway. La plupart des jeunes policiers recrutés récemment connaissaient seulement l'histoire à travers les conversations des anciens habitants. Pourtant, certains détails continuaient à refuser de disparaître. Les lettres anonymes, les chiens policiers, les bruits dans le grenier, et surtout cette étrange sensation que Delaney n'avait jamais réellement quitté la ferme Hollow Creek. Pendant ce temps, la propriété tombait lentement en ruine. Les événements communautaires avaient cessé depuis plusieurs années après des problèmes financiers et plusieurs plaintes concernant la sécurité du bâtiment. Les fenêtres se brisaient une par une. Une partie du toit commençait à s'affaisser sous l'humidité constante de l'Oregon. Les adolescents de Blackwater Ridge racontaient désormais que la maison était maudite. Puis, presque 14 ans après la disparition, un homme appelé Grant Daly acheta finalement la propriété. Grant venait de Portland et travaillait dans la restauration de bâtiments historiques. Son projet consistait à transformer l'ancienne ferme en auberge touristique. Beaucoup d'habitants trouvèrent étrange qu'il accepte d'investir autant d'argent dans un endroit lié à une affaire aussi sinistre. Mais Grant semblait fasciné par les vieilles maisons oubliées. Avant même le début des rénovations, plusieurs voisins tentèrent discrètement de le décourager. Martha Bell lui parla des bruits entendus autrefois, dans le grenier. D'autres habitants racontèrent les histoires de lumière apparaissant parfois la nuit dans la maison vide. Grant riait poliment à chaque fois. Selon lui, toutes les vieilles propriétés possédaient ce genre de légende. Les travaux commencèrent au début de l'automne. Des ouvriers nettoyèrent les étages, retirèrent des meubles pourris et remplacèrent certaines poutres fragilisées par le temps. Pendant plusieurs jours, rien d'inhabituel ne se produisit. Puis un des travailleurs remarqua quelque chose d'étrange dans le grenier. L'espace paraissait toujours légèrement trop petit. L'homme avait travaillé des années dans la rénovation de bâtiments anciens et connaissait bien les structures de ce type. Selon lui, les dimensions du toit ne correspondaient pas complètement à l'intérieur visible du grenier. Grant pensa d'abord à une erreur causée par les murs épais ou les poutres anciennes. Pourtant, plus il prenait de mesures, plus la différence semblait réelle. Environ 2 mètres d'espace manquaient quelque part. Les ouvriers commencèrent alors à examiner plus attentivement les cloisons situées au fond du grenier. Derrière plusieurs vieux meubles abandonnés, ils découvrirent un mur dont le bois paraissait légèrement plus récent que le reste de la maison. Les planches avaient été vieillies et couvertes de poussière, mais certains clous semblaient différents. Grant décida de démonter une petite partie de la cloison le lendemain matin. Mais cette nuit-là, quelque chose arriva. Vers 2 heures du matin, un voisin aperçut de la fumée sortir du toit de la ferme Hollow Creek.
Les pompiers de Blackwater Ridge furent immédiatement appelés sur place. Parmi eux se trouvait Elias Mercer. L'incendie restait faible mais suffisamment dangereux pour menacer toute la structure du grenier. Les pompiers montèrent rapidement à l'étage supérieur, pendant que Grant observait la scène depuis l'extérieur, encore couvert de poussière après sa journée de travail. C'est alors qu'un pompier remarqua une odeur inhabituelle derrière la cloison récemment découverte. Pas seulement du bois brûlé, une odeur lourde, ancienne, presque organique. Les hommes commencèrent immédiatement à retirer plusieurs planches afin de vérifier que le feu ne s'était pas propagé derrière le mur. Puis l'un des outils frappa soudain quelque chose de métallique, une poignée, petite, presque invisible sous la poussière. Le silence tomba immédiatement dans le grenier. Les pompiers déplacèrent lentement une vieille armoire pour dégager complètement la zone. Derrière le meuble apparaissait une mince porte parfaitement dissimulée dans la cloison. Les contours avaient été peints pour se confondre avec le bois environnant. Personne dans la pièce ne parla pendant plusieurs secondes. Puis un pompier ouvrit finalement la porte. L'air qui s'échappa de l'ouverture sentait la moisissure et le renfermait. Une petite pièce apparut derrière le mur caché. L'espace était minuscule, sans fenêtre, avec un plafond très bas sous la pente du toit. Une ampoule ancienne pendait encore au-dessus d'un matelas posé directement sur le sol. Au début, personne ne comprit réellement ce qu'il regardait. Puis les détails commencèrent à apparaître un par un. Une couverture rose décolorée, des dessins d'enfants